Monsieur, bienvenue sur cette nouvelle édition de votre édition Regard croisé. Nous allons débattre de ce jour sur les transports urbains et interurbains, où les syndicats de ce secteur d'activité se sont finalement accordés sur la hausse des tarifs de transport. C'est la conséquence logique de l'augmentation des prix du carburant à la pompe récemment. Une nouvelle qui intervient dans un contexte où les activités de la plateforme numérique Yango sont suspendues au Cameroun par le ministère des Transports pour non-respect de la législation régissant le transport routier dans notre pays. Pour analyser, commenter ces faits d'actualité, nous retrouvons nos invités sur le plateau. J'introduis Jonas Fossi-Diman, il est secrétaire national du syndicat national des conducteurs des transports périurbains, urbains, interurbains et ruraux du Cameroun. Jonas, bienvenue sur le plateau de Regard croisé. Merci et bon après-midi à tous nos copanélistes et surtout bon après-midi à tous ceux chauffeurs de taxi professionnels qui nous écoutent et à ma charmante épouse qui sont scotchés sur TRTV et bien d'autres fidèles auditeurs qui nous écoutent cet après-midi. J'introduis le deuxième invité, Jean Sim, vous êtes de la société civile, vous êtes un habitué de ce plateau. Bienvenue. Merci, l'honneur à le mien, l'invitation qui m'est renouvelée. J'espère que nous apporterons nos points de vue aux différentes thématiques de ce soir. Je salue en passant mon copanéliste d'en face et mon voisin. Le troisième invité qui est attendu, qui est déjà dans les loges. Mais en attendant son entrée, nous allons d'abord parler de ce sujet en Sardine concernant le communiqué du ministre des Transports récemment, ce communiqué presse qui demandait aux transporteurs d'être vigilants. Il y a des nuages de poussière qui ont envahi la région septentrionale, le nord, le sud-ouest et l'ouest également. Il demande plus de vigilance aux conducteurs. Alors, monsieur Diman, vous qui êtes dans ce secteur d'activité, c'est une bonne mesure sur le terrain. J'espère que vous avez sensibilisé vos différents. Tout à fait. C'est une bonne mesure. On dit gouverner, c'est prévenir. Alors, lorsque le ministre des Transports, qui est derrière la tutelle de notre secteur d'activité, constate certains dangers, il est de bon ton d'attirer le sonnet d'alarme afin que nous n'en ignorions. Parce que il ne faut pas toujours attendre des hécatombes afin de prendre des mesures qui s'imposent. Donc, c'est une mesure, c'est une communication que nous avions saluée et nous avions pris le relais dans nos différentes réunions et forats et nos différents partenaires médiatiques. Nous avions pris des relais afin que nous l'allions. Donc, nous pensons que les camarades sont suffisamment édifiés dans ce sens-là. Alors, dans cette mesure, des dispositions, puisque la visibilité est réduite de poussière. Bon, je pense que le ministre du Transport a fait sa part, comme on dit, positivement au quartier, en sensibilisant les gens qui relèvent directement de son domaine. Mais est-ce que cette mesure ne peut pas être large, prise au niveau national, ou du moins au niveau régional, avec le ministère compris, parce que je me dis que la visibilité, c'est vrai, ça freine, ça nuit à la circulation, mais est-ce que ça n'impacte que les usagers de la route, les riverains, ceux qui vivent dans cette partie, sont aussi impactés par ce vent de l'armatan là qui vient avec des trucs et les maladies récurrentes. Moi, j'aurais voulu que tout l'appareil étatique sensibilise la population de cette zone de danger. Parce que là, le ministre de Transport ne cible qu'un seul point, celui lié à l'usage de la route au moment où la visibilité n'est pas bonne. Maintenant, les populations, est-ce qu'elles sont épargnées par rapport à cet impact? Je ne pense pas. J'aurais voulu que le ministre de la Santé, le ministre, ou du même le Premier ministre, sensibilise cette partie de la population pour leur dire que vraiment, nous sommes face à une situation naturelle et il faut donc prendre des mesures y afférentes pour que nous n'ayons pas de dégâts. Parce que s'il n'y a pas d'accident, ça peut causer des maladies dans les foyers. Qui va dénommer ces maladies-là? Qui sensibilise ces gens? Personne.
Donc, moi, je trouve que le ministre a fait ce qu'il lui revenait de faire par rapport à son domaine ministériel, mais la sensibilisation aura été plus large pour que tout le monde là-bas soit averti de la situation et que chacun prenne des mesures y afférentes. D'introduire le troisième invité qui nous a rejoint, M. Moïse Lamé-Foya, vous êtes le président de l'arrondissement de Yaoundé 6, du syndicat national des conducteurs des transports périurbains, interurbains et rural du Cameroun. Bienvenue sur le plateau de Regard Croisé. Du retard, c'est dû aux embouteillages. Je dis bonjour également à mon co-panéliste et au SG, à l'urbain, M. Jonas, et à tous les acteurs qui sont sur le terrain, transporteurs qui se battent pour faire bouger le pays. Oui, nous étions en train de parler de cette mesure, ce communiqué du ministère des Transports qui demande aux conducteurs d'être vigilants au volant, puisque des nuages de poussière ont envahi une bonne partie du pays. Alors, vous qui êtes quotidien avec ces différents membres de législatifs, c'est une bonne nouvelle quand même pour pouvoir prendre des dispositions pour éviter les cas d'accident. Effectivement, la nouvelle est bien, mais cette responsabilité doit être aussi partagée parce que nous, les usagers de la route, nous avons nos parts de responsabilité et l'État que nous implorons chaque jour également a sa part de responsabilité pour éviter les accidents de circulation. Donc, nous avons compris le message est bien reçu, mais également, en retour, il faudrait également que l'État puisse faire sa part. Oui, mais concernant cet aspect, est-ce qu'il ne fallait pas de mesures d'accompagnement pour pouvoir tenir cette campagne sur le terrain? En effet, vous savez, déjà, nous sommes leaders et lorsqu'on est leader, on se dit on a plus trop besoin, on a les moyens faciles pour permettre à ce que la communication puisse circuler. Alors, on ne saurait toujours à tout bout de chemin, toujours que les moyens financiers interviennent surtout. Déjà que nous avions plus important auquel nous attendons que le gouvernement nous accompagne. Vous avez vu tous ces derniers temps, tout ce que nous avions traversé et que véritablement aucune subvention n'a suivi. Alors, ce n'est pas au moment où on devrait nous prévenir d'où quelconque danger que nous courons qu'on a besoin de subventionner. Au moment où nous avions attendu des subventions, on n'en a pas eu. Donc, pour nous, ce n'est pas une surprise si ces mesures n'ont pas été accompagnées d'une subvention. Donc, nous pensons que ça relève également de notre vie et on n'a pas besoin de nous payer pour demander que nous évitons un danger qui peut ici être une éruption pour notre vie. Donc, nous avions salué simplement la mesure de monsieur le ministre parce qu'elle visait à nous prévenir qu'on doit rester vigilant, on devrait être prudent au lieu d'aller s'enfoncer comme si on était des aveugles et que le pire arrive afin qu'on commence à se poser des questions. Oui. Alors, Jean Sim, une telle mesure devrait quand même être suivie d'un accompagnement. Ce ne sont pas du transport, c'est un secteur qui concerne presque tout le monde. Bon, moi je pense que les mesures d'accompagnement auraient été des mesures incitatives pour permettre aux uns et aux autres de ne pas, pour éviter les accidents. Parce que si je ne sais pas ce qu'on pouvait apporter de plus, ou bien par rapport aux moyens matériels, à ces chauffeurs et aux usagers. Et quand bien même il y aura eu une telle mesure, il faudrait que cela soit pris par l'Assemblée du gouvernement. Voilà pourquoi à l'entente de mon propos, je disais, c'est que c'est le ministre qui sensibilise pour éviter des catastrophes dans son domaine de compétences. Oui. Mais est-ce que si peut-être la mesure aurait, la lettre aurait été donnée, avait été donnée par le Premier ministre par exemple, ou bien le ministre de la Santé,
On allait comprendre que, OK, maintenant, il y a un danger. Alors, quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Parce qu'évidemment, il y a des mesures d'accompagnement. Par exemple, le vent. Le vent vient avec le sable et tout. Ça impacte sur la vue, ça impacte sur la respiration, donc ça impacte sur la santé. Est-ce que maintenant, ces gens qui vivent là-bas, il y a des mesures pour les accompagner? Est-ce qu'ils sont suivis? Est-ce qu'on évalue à quel moment il y a plus d'impact pour eux et peut-être limiter la circulation ou bien rester dans la circulation à la plus simple mesure? Je n'en crois pas. Oui, mais on a quand même vu certaines images dans cette partie septentrionale du pays où les cache-nez sont revenus en vente. Alors, monsieur Lambert, on peut dire, comment certains le disent souvent, à quelque chose malheur est bon, puisque le marché du cache-nez est en vogue de ce côté, ça passe bien. Ça passe bien, mais est-ce que c'est suffisant? Je ne pense pas que c'est suffisant de se protéger, bien qu'avec le cache-nez, il y a beaucoup de choses à faire là derrière pour éviter ce pic, ce mal qui est en train de surgir, de venir. Est-ce que le cache-nez, est-ce que vous-même vous savez que le cache-nez étouffe également la respiration? Il y a d'autres personnes qui ne supportent pas le cache-nez. Et le cache-nez, quand tu expires, tu rejettes. Quand tu aspires, tu amènes. C'est là où la poussière peut entrer maintenant. En rejetant, et que cette air qu'on rejette, moi je comprends que l'air qu'on rejette, je me dis que ce n'est plus bien pour l'organisme. Maintenant, quand ça sort et ça bloque sur le cache-nez, ça revient. Ça peut aussi, si on met long avec le cache-nez, ça peut aussi devenir un grand problème. Ça peut aussi un facteur de maladie. D'autres maladies également. Donc, pour dire que le cache-nez n'est pas suffisant. Donc, il y a beaucoup de choses que l'État doit faire pour que cela soit vraiment, cela s'écarte. C'est qu'on veut, la santé qu'on veut garder, qu'on garde la santé. Oui, alors sur ce, nous allons observer la première halte de cette émission. Retour sur le plateau de Regard Croisé. Nous posons la première thématique concernant la hausse des tarifs de transport. Alors, monsieur Dimon, cette mesure, elle est la bienvenue? Elle est la bienvenue parce que toujours est-il que les chauffeurs de taxi sont les premières victimes de l'augmentation du prix du carburant. Mais sauf que il y en a encore beaucoup à faire. Il y en a encore beaucoup à faire parce que il ne suffit pas de se limiter à l'augmentation du prix du carburant. Il faut dire que même le prix du taxi, autant pour moi, parce que même si on met le prix du taxi à 1000 francs et que on ne donne pas la possibilité aux usagers de le payer, ou bien on ne donne pas la possibilité aux transporteurs de porter ce client, je crois que même si on met le prix du taxi même à 2000, ça ne va rien changer. La preuve, depuis qu'on a mis à 300, simplement que ça a limité un peu la bagarre que nous avions subie pendant les 12 semaines de l'augmentation du prix du carburant, parce que il faut dire qu'après l'augmentation du prix du carburant, beaucoup de sous-secteurs dans le transport ont automatiquement grimpé. Ceux qui font par exemple dans l'interurbain et le périurbain, parce qu'ils ont les points de chargement, ils vont d'un bout à un autre. Ça veut dire qu'ils ont la possibilité d'imposer un prix, un tarif, et ceux-là ont immédiatement réussi. Mais par contre, ceux qui font dans le transport urbain par taxi, qui font du ramassage, il n'était pas évident que l'augmentation se suive automatiquement, et par conséquent, il y en a certains usagers, il y en a certains chauffeurs qui essayaient d'imposer l'augmentation de ce tarif qui n'était pas déjà officiel, qui causait comme ça là déjà beaucoup de soucis avec ces usagers. Mais malheureusement, bien heureusement, le ministre du Commerce a fini par
validé cette augmentation que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous attendons toujours que l'assainissement dans notre secteur soit effectif parce que le transport clandestin a déjà fait son nid dans notre secteur et par conséquent, c'est le transport clandestin qui dicte le tarif que nous allons porter en ce qui concerne le transport urbain parce que lorsque tu refuses un usager qui n'arrive pas au prix et que le clandestin, lui, il est derrière, si ce n'est pas celui qui est en train d'aller à son bureau, il ne paie rien. D'autant plus que où il porte ou il ne porte pas, il ne paie rien, il est en train d'aller dans son bureau. Ça veut dire que c'est le même carburant qu'il devrait consommer pour partir et revenir qu'il va consommer. Et par conséquent, il se retrouve en train d'empiéter sur notre secteur d'activité. Les passagers que nous devions, qui devraient payer le tarif pour que nous les transportons, eux ne le respectent plus, eux ne payent plus ce tarif parce qu'ils savent déjà que vous les portez ou pas, il y en a dans ceux-là que j'appelle les bienfaiteurs qui viendront les porter à ces tarifs-là. Et ça nous cause un gros préjudice. Ça nous cause un gros préjudice. Oui. Jean-Sim, quelle analyse faites-vous de cette nouvelle grille tarifaire? Déjà, il était de bon temps que le ministre du Commerce se penche sur la question. On a augmenté le camion. Ils ont élevé les prix du transport. Mais comme disait mon compatriote en face, est-ce que c'était la mesure adéquate pour que cela ait une signification auprès du transporteur par taxi? Moi, je ne pense pas. Parce que jusqu'à présent, dans une ville comme Yaoundé, les prix sont quasiment les mêmes. C'est-à-dire que les gens jonglent entre 250 et 300. Et comme il venait de dire, c'est au choix. Il y a un taxi qui est devant toi qui va te dire non, qui va refuser, l'autre qui vient derrière qui va prendre. À la fin, nous sommes dans un melting pot. Moi, je pense que si on voulait alléger, je ne sais pas si c'est le taximan qu'on voulait soulager ou c'est l'usager qu'on veut soulager. Parce que il y a des mesures qu'on devait prendre qui auraient eu un impact significatif dans le quotidien des transporteurs. Je prends par exemple, il y a beaucoup de pièces qu'on leur demande de fournir. On pouvait peut-être réduire le taux. Peut-être la vignette pour le taximan, réduire le coût. Et il aura eu un certain impact. Il devait voir que, OK, ça peut compenser un peu l'augmentation du prix du carburant. Mais lorsqu'on laisse comme cela, ça veut dire que le taximan qui est un usager, et même les usagers qui utilisent les transports en commun, personne n'est soulagé. Et je me rends compte que cette mesure-là, en réalité, n'est pas venue pour soulager la population. Parce que ces gens qui prennent ces mesures ont des bons de carburant de près de 3 millions d'autres. Donc, ils ne souffrent de rien. Ils ne souffrent de rien, ni leur famille, ni leur environnement proche. Dans une société où tout est cher, où le pain quotidien est difficile à trouver, comment voulez-vous? Parce qu'il a évoqué une scène qui s'est passée à Douala entre une dame et un taximan par rapport au prix du taxi. Elle avait donné 500, on l'a remboursé 210 jamais, qu'on le remet de 250 parce qu'elle n'est pas au courant, elle a ce qu'elle a dit, elle a. Bon, ça a créé un tollé. À la fin, le taximan a remboursé l'argent. Mais les gens ne veulent pas payer parce qu'ils ont la mauvaise foi. C'est parce qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas. Alors, lorsqu'on augmente le carburant dans un pays comme le Cameroun, où le SMIC, jusqu'à présent, est à 38 600, parce qu'on n'a pas encore. D'ailleurs, quand même, le SMIC là, il y a très peu il y a les ménagères qui payent le transport à 1000 francs par jour et qui gagnent 20 000 francs. Comment on leur demande de faire? Oui, on y revient. Alors, Monsieur Foya, cette nouvelle, vous l'avez vue d'un bon œil? On ne peut pas avoir cette nouvelle avec un bon œil. Pourquoi? Parce que ça a impacté la vie des Camerounais à tous les niveaux et négativement. Comme le confrère venait de dire, les Camerounais n'ont pas d'argent pour payer. Et surtout nous qui sommes les transporteurs, nous sommes les premières victimes. Pourquoi? Parce que nous bagarrons à gauche, à droite pour joindre les deux bouts. Quand je dis bagarrer à gauche, à droite, nous sommes ceux qui respectent la loi camerounaise pour le transport à l'urbain. Nous sommes ceux-là. Mais il y a ceux qui ne le respectent pas, qui sont en train de tuer notre métier que nous avons choisi. Mais ceci, l'État ne veut pas agir, puisque nous décrions
chaque jour que le transport clandestin nous dérange. À un niveau, on ne comprend pas si l'État veut vraiment que tout le monde devienne clandestin, qu'on s'arrive au clandestin, ou bien c'est ce qu'on ne comprend pas. Le carburant vient encore s'ajouter. Vous savez que comme le carburant a augmenté, même jusqu'à la nourriture, Oui. tout cela subit l'augmentation. Oui, justement, un effet d'engrenage. Alors, Et le Camerounais ne s'en sort pas. Monsieur Diman, mais cette hausse a été retenue de commun accord avec les syndicats et autres organisations des consommateurs. Tout à fait, d'autant plus qu'on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. Et dès lors que l'État a dit qu'il n'y avait plus rien à faire que d'augmenter le prix du carburant, on n'avait pas le choix. Mais sauf que, comme le confrère venait de dire, bien évidemment, on pouvait encore trouver d'autres alternatives pour alléger la tâche, pour que ça peut équilibrer cette augmentation. Par exemple, la hausse du prix du timbrage. Je suis allé renouveler ma capacité au transport, je suis rentré sans la renouveler parce que j'étais surpris de savoir que le timbrage était doublé. Vous comprenez par exemple. Par contre, on pouvait diminuer les impôts sur nos paperasses. Vous voyez, par exemple, le temps de Covid, pour équilibrer le manque à gagner. Les mesures de barrières éditées par le gouvernement qui pesait déjà sur le transport. L'État a sous soi complètement l'impôt libératoire, par exemple. Nous ne payons pas l'impôt depuis l'arrivée du Covid. Vous comprenez un peu? Oui. Alors, ça veut dire que, par exemple, l'État pouvait décider, l'assurance que nous décrions depuis des années, qu'elle est trop chère, parce qu'il faut dire que le taxement se retrouve en train de payer les 250, voire 300 000 par an de prix d'assurance. Alors, l'État pouvait revenir dire que non, l'assurance que vous payez à hauteur de 250 à 300 000, on la divise même par deux. Vous comprenez un peu, pour compenser cette augmentation du prix du carburant, ça devait permettre à ce que les patrons baissent les recettes et puis le chauffeur essaie donc de supporter le prix. C'est le chauffeur qui consomme le carburant, c'est le chauffeur qui subit directement l'augmentation du prix du carburant. Ça devait permettre à ce que le chauffeur essaie d'équilibrer avec la baisse du prix des recettes que le patron devait également constater que les papiers ont été, certains papiers ont été sous soi et l'assurance le prix a baissé et puis automatiquement la recette doit baisser. Au lieu de passer le temps à augmenter tout, hein, le timbre, on paye le timbre à 500, c'est monté à 1000 francs, 1500. Aujourd'hui, le timbrage en ce qui concerne le permis de conduire coûtait 5 000 francs. Aujourd'hui, vous arrivez, c'est à plus de 10 000 francs. Imaginez, je suis allé pour renouveler ma capacité, je m'attendais à 5 000, voire 6 000 euros. Mais quand j'arrive, on me dit que non, c'est 11 000. Si je n'ai pas 11 000, on ne peut rien. Donc, je n'avais pas prévu ça. Pratiquement le double. Plus du double, mais Double. nous nous posons même la question à savoir quelle est la motivation. Et ce que je n'ai pas compris, hein, à l'époque, le timbrage avec de renouvellement ou bien d'un duplicata était différent du timbrage De l'original. du pièce nouveau. Par exemple, celui qui a composé son permis ou sa capacité nouvellement et qui est en train d'aller retirer la pièce, le timbrage était différent. Mais tout est grimpé subitement et tout est au même prix et égalité et sans aucune justification. Nous ne comprenons plus rien. oui, j'en sais. Mais au regard du contexte socio-économique, cela a été prévisible quand même, cette hausse-là. Bon, mais c'est vrai même que, bon, si il faut que nous soyons objectifs et logiques, Oui, le Cameroun a même l'un des pays les plus bas, l'un des pays les plus bas en termes de prix du carburant à la pompe. Bon, mais le problème c'est quoi? C'est que on ne peut pas. Le problème c'est le déphasage qu'il y a entre ceux qui décident et ceux qui subissent les décisions. Parce que si cette décision-là impactait toute la société, on allait comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Mais, et comme il dit, on devait unilatéralement augmenter le prix du carburant pour faire quoi? Pour compenser les dettes qu'on a prises. Parce que ce n'est pas pour rien. Le Cameroun sort des PPTE, on annule la dette et quelques temps après,
on a de double la dette qu'on avait avant. Hein? Le FMI est revenu pour faire une situation. Et pour que l'État puisse engager de l'argent, il faut augmenter le prix du timbre, il faut augmenter le carburant pour faire des marges et pouvoir payer, parce que l'État n'a pas de crédibilité. Sur la tête du petit Camerounais. Sur la tête du petit Camerounais. Voilà donc le problème qui se pose. Mais moi, je veux revenir un peu sur mon panéliste, sur ce qu'il dit, parce que les syndicats des taximans, moi, je leur donne une part de responsabilité dans ce qui se passe. Parce que lorsqu'il y a augmentation du prix du carburant, c'est bien qu'on ne les associe pas. Et aussi, on les tient compte qu'on a augmenté. Mais lorsqu'ils partent négocier ce qui peut les arranger, ils ne touchent pas là où ils ont les bénéfices, ils touchent là où ça sera superflu. Ils étaient prompts à annoncer l'augmentation du prix du transport. Est-ce que ça les soulage? Je suis étonné de constater que leurs représentants disent que ça ne les soulage pas. Or, c'est ce qu'ils ont dit. Avant même que la nouvelle, avant que la rencontre ait lieu, ils avaient déjà annoncé qu'ils vont augmenter le transport. Or, on se rend compte qu'en augmentant le transport de 100 francs, et de 100 francs, ça n'a pas un réel impact. Notamment ceux qui sont à Yaoundé. Moi, je sors tous les jours pour aller, je prends un taxi, je comprends ce que ça se passe. Et il y a très peu qui payent 300. Et il y a d'autres qui ont maintenu le même prix, sur les mêmes distances. 100 francs par ici, 150 par là. Et moi, j'aurais voulu que ces syndicats-là prennent la mesure et disent au gouvernement que, OK, comme c'est comme ça, voilà, il vient d'énoncer certaines mesures-là. Comment est-ce qu'un TMP peut doubler? Hein? Comment est-ce que ça peut doubler? Et que, tel que j'entends parler, c'est même pas quelque chose d'officiel. Parce que si ça va être officiel, il se serait préparé en conséquence. Mais lorsqu'il parle en sachant que non, bon, c'était avant 5 000. Comme on a dit qu'on a augmenté de 50%, là peut-être, là-bas on va ajouter même 2 000 ou bien 2 500 ou bien 1 000 francs. Il parle en conséquence et arrive à dire que non, c'est 11 000. Et l'État ne contrôle pas. Mon panéliste de droite a dit le phénomène de transfert clandestin. Oui, on va y revenir. Donc moi je pense que pour chuter, je pense que ces mesures-là, bien qu'elles étaient annoncées, c'était inéluctable qu'on arrive là, mais il fallait qu'on prenne des mesures qui sont nécessaires pour que le bas peuple, le petit Camerounais, ne puisse pas souffrir, parce que c'est lui qui souffre. Oui. Alors, Monsieur Foya, comment vivez-vous cette situation-là au quotidien, vous qui êtes des transporteurs? Ce n'est pas facile de vivre cela. Pourquoi? Parce que après cette augmentation, je me suis mis à faire des calculs pour voir combien le carburant me prend par semaine. Oui. Je suis à 2200 francs par jour. Quand tu calcules, puisque je travaille seul dans mon véhicule, quand tu calcules, tu es à 15 400. Donc, si tu prends 15 400, tu multiplies x 4, tu vas te retrouver dans les 63 000 poussières. Et à la fin de l'année, tu te retrouves dans les 700 et poussières de 1000. Un petit Camerounais transporteur comme moi, que le carburant retire plus de 700 000. Avec ça, ça pouvait me permettre d'élever mes enfants. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Parce que quand tu sors avec le véhicule, tu es obligé de consommer. Que tu as travaillé ou pas. Si tu veux bouger la voiture demain, tu dois consommer. Oui. Donc maintenant, quand l'État s'arrête rien qu'à l'augmentation du tarif, qui ne peut même pas, que les Camerounais ne payent pas, est-ce que ça va, est-ce qu'on va pouvoir s'en sortir? Vous allez même voir que même cette augmentation du tarif, l'État n'était pas préparé. L'État s'est préparé simplement à augmenter le carburant. Mais les mesures d'accompagnement, l'État n'a pas réfléchi à ça. C'est pour cette raison que vous avez vu la marge du temps que l'État a mis avant de décider de signer l'augmentation du prix des taxis. Donc, l'État ne s'est pas préparé. Nous disons toujours que gouverner, c'est prévenir. Mais l'État savait déjà qu'à tel moment, on va augmenter le carburant. Mais il n'a pas pris le temps de réfléchir. Si on augmente le carburant, il faut faire quoi pour compenser? Donc, vous allez voir que même les syndicalistes ont dû multiplier des réunions avant que l'État accepte d'augmenter le tarif. Or, ce n'est pas normal. Oui, concernant ces multiples réunions, mais au cours de ces réunions, est-ce que vous, les groupements syndicaux, est-ce que vous avez pu obtenir quand même quelques avancées sociales
à l'issue de ces multiples conclaves-là? Tout à fait, d'autant plus que notre premier de soulagement, c'était la mesure donc, qu'a pris le ministre des Transports visant à suspendre l'opérateur via la plateforme. Oui, c'est d'ailleurs notre deuxième thématique, oui. C'était notre premier soulagement et l'augmentation du prix du carburant compte tenu du fait que, du prix du transport, compte tenu du fait que vous aviez dit qu'il n'y avait pas d'autres issues compte tenu de la charge que l'État a, il n'y avait pas d'autres issues pour équilibrer cette augmentation. Nous avions pris ça tel que, puisque même cette augmentation, ce n'est pas ce que nous avions proposé. On s'attendait à ce que le prix du taxi vienne pour les 400 le jour, 500 la nuit. Mais l'État a dit que le coût de vie des Camerounais ne peut pas supporter le coût, raison pour laquelle on a subi l'augmentation comme de ces 4 francs. Nous avions dit, État aussi. Avec un pincement au cœur, vous avez accepté malgré vous. Tout à fait, nous avons accepté malgré nous. C'est pour cette raison que nous disons le fait que nous l'avons accepté et que sur le terrain, rien n'est toujours fait pour que ces tarifs soient respectés. Ça cause toujours un énorme problème. Il faut que le secteur soit assaini. Et nous nous rendons compte que ça ne peut pas avancer si l'État continue à rester sur son coin sans lutter efficacement contre le transport routier clandestin. Oui, mais à un moment donné, on a entendu des voix s'élever pour parler des mouvements de grève qui sont en gestation. Est-ce que c'est encore d'actualité au regard du contexte qui reste toujours difficile? Nous sommes encore à l'observation, mais nous ne voulons pas arriver là. On ne veut pas arriver là. Nous voulons que l'État fait quelque chose pour faire reculer le transport clandestin. Là, ça nous permettra peut-être de joindre les deux. Mais ça fait plusieurs années que vous dénoncez cela, mais ça ne change pas. C'est donc ça le problème. C'est de ça qu'il est question. Quand l'augmentation de carburant arrive, ça nous désaxe et ça nous pousse toujours à parler, à demander à l'État de faire quelque chose par rapport à ça. Vous voyez en route les véhicules personnels qui sont en train de faire les ramassages à gauche, à droite. Et à ce stade, le Camerounais ne paye pas le tarif parce que si tu le refuses, il va prendre le clandestin. Le clandestin, lui, ne paie rien. Il va prendre celui qui est clandestin pour aller où il veut. Mais si les clandestins rentrent, reculent, je pense que les professionnels pourra jouir de son travail. Oui, alors, Monsieur Dima, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces tarifs-là soient respectés sur le terrain? C'est très simple. C'est-à-dire? C'est très simple. Si le clandestin est reculé, le tarif sera respecté. Ce qui me surprend, c'est que nous sommes dans un secteur qui est, pour nous, c'est un métier comme tous les autres, mais qui est abandonné à elle-même. Je ne pense pas qu'un citoyen lambda peut se retrouver à aborder la tenue militaire ou gendarme de la police pour devenir policier ou militaire ou gendarme sans que ça ne dise rien à personne. Pourquoi c'est dans le secteur de transport que chacun peut se lever le matin? Il vient faire ce qu'il veut. Et ça n'inquiète personne. À moins qu'on attend toujours voir le pire. Parce que la question que je me pose toujours, c'est que ceux-là qui pensent qu'ils sont en train d'aider les Camerounais, s'il arrive qu'un usager décède dans sa voiture, comment est-ce qu'il va justifier? Il ne connaît pas l'usager. Il n'est pas habilité à porter un usager qu'il ne connaît pas dans sa voiture. Il ne fait pas du transport public. Alors, comment est-ce qu'il va se défendre? Hein? Parce qu'au moment où le clandestin est en train de voler notre client, il n'est pas inquiété, il pense qu'il est épargné, il fait bien. Mais s'il arrive un malaise pour le client qu'il a porté, qui décède dans sa voiture, comment est-ce qu'il pourra faire pour se défendre? Je crois que le transporteur qui est habilité à le faire dira que c'est un passager que j'ai porté et puis ça arrivé. Vous comprenez un peu? Mais toi, qui as un véhicule personnel, qui n'est pas habilité à faire du transport, tu as porté un usager que tu ne connais pas, qui a eu un malaise dans ta voiture.
tu vas te défendre comment? Et l'État maintenant qui laisse faire, est-ce qu'il faut toujours attendre que ces pays arrivent pour se lever et lutter contre le transport clandestin? Nous ne pensons pas. Et bon, maintenant, le transport, c'est le métier que nous autres, nous avons choisi. C'est ça qui nourrit notre petite famille. Alors, l'État a dit, pour faire du transport, voilà un certain nombre de documents que vous devez payer. Nous avions accepté et nous sommes conformés. Pourquoi l'État qui a le devoir ou l'obligation de nous encadrer refuse? Il faut toujours que le préavis de grève. Parce que c'est cette année que nous avions un peu modéré. Il ne se passe pas une année sans qu'on arrive au moins 10 préavis de grève pour des mêmes motifs. La lutte contre le transport routier clandestin. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce que l'État gagne en laissant le transport clandestin imposer son système? Mais certains portent un droit accusateur sur vous, c'est-à-dire au terme, c'est à l'issue de ces multiples conclaves, vous sortez en disant que ce mode de préavis de grève est levé, mais les mêmes problèmes demeurent. Effectivement. Finalement, c'est vous le problème. Ce n'est pas nous le problème. Vous savez, le syndicalisme n'est pas une vache à guerre contre le gouvernement. Vous comprenez un peu? Je crois que le syndicalisme, c'est une porte de dialogue entre les acteurs et le gouvernement. Et vous devez arracher ce qui vous revient de droit. Alors, lorsque nous arrivons, je me souviens la dernière fois que nous étions face au ministre du Travail. Alors, nous sommes restés fermes sur notre position que non, si rien n'est fait à l'immédiat, je crois que il serait de bon ton que nous garons nos véhicules et puis quelque chose soit fait. Il nous a carrément répondu, ok, c'est de votre bon ton, mais si vous n'êtes plus Camerounais et que vous avez choisi voler votre pays, allez le faire. Regardez, imaginez un peu comment est-ce que les gens nous taxent. Vous comprenez un peu? Donc on peut dire que lorsque vous arrivez devant le gouvernement qui vous dit, ok, nous avons pris à vraiment, nous allons prendre des mesures qui s'imposent dans de brefs délais pour que quelque chose soit fait. Donc vraiment, prenez votre mal en patience, nous avons pris à. Vous rentrez, vous asseyez, vous vous rendez compte que plus les jours passent, plus rien n'est fait. C'est ça le problème. Jean-Sim, mais finalement, sur le terrain, les tarifs ont été revus à la hausse, mais on constate que les Camerounais continuent avec le phénomène de 100 francs. C'est dit que vraiment, c'est difficile, les poches sont vides. Ce n'est pas que les Camerounais continuent. Les Camerounais n'ont pas la possibilité. Il faut qu'on se dise les choses très bien. Parce que tout le monde a un ego. Tout le monde a un ego. Ça veut dire que si quelqu'un a la capacité de payer le transport à 1000 francs, il va le faire pour partir. Il y a des gens qui font 3 heures, 4 heures du temps parce qu'il attend un taximan qui aura la gentillesse ou bien je ne sais pas quoi, la pitié de le porter parce qu'il n'a pas de l'argent. Parfois, on arrive en retard. Or, je disais que vous avez posé des questions aux professionnels qui sont très cruciaux. Parce que très crucial, pour moi, vous avez parlé, il faut multiplier les réunions. Et au sortir de là, les mêmes problèmes existent. Il nous a fait comprendre qu'il y a un chantage qui viendrait du gouvernement où on brandirait la mesure patriotique. Ça, c'est des faux chantages. Le patriotisme n'est pas sur un seul volet. Quand on dit patriotisme, tout le monde doit être patriote. S'ils ont dit, pour transporter les gens au Cameroun, il faut être dans la légalité. Et qu'on laisse prospérer les gens qui opèrent dans l'illégalité, ils ont tous les moyens possibles pour le faire. Dans chaque carrefour aujourd'hui, dans nos villes, il y a des policiers. La réglementation au Cameroun prévoit une certaine couleur pour des voitures de transport. Or, dans chaque recoin où les taximans font le ramassage, il y a au moins 2 policiers. Et c'est là où les gens viennent avec des véhicules qui n'obéissent pas le seul du point de vue de la couleur. Et ils peuvent les interpeller. Il se fait que le directeur à la Sûreté nationale donne le temps. Ou le Premier ministre dit que bon, à compter de telle date, tout véhicule qui ne respecte pas les normes et qui n'a pas la couleur requise ne doit pas transporter les Camerounais. Et on met l'implémentation. Mais sauf que, qui va parler de ça? Lorsque même que la mesure sera prise, la corruption a gagné notre pays. Quand il parle, il y a des syndicalistes qui viennent en journée, ils négocient, la nuit, ils font autre chose. Parce que le mouvement syndical est un mouvement fort. Parce qu'il représente le consommateur, il représente une activité. Lorsqu'on parle de négocier sur des points qui sont cruciaux, nous sommes maintenant. Je me rappelle en 2008. Oui. La grève qui a eu en 2008 a commencé suite
les événements de ont commencé à la grève tertiaire de ne plus opérer parce qu'ils ne se sortaient pas. On venait augmenter le carburant, on n'avait pas encore augmenté le prix du transport. Je me rappelle que c'est là qu'on avait ajouté 25 francs. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont compris. Le gouvernement a compris qu'en moins d'une semaine, où est-ce que le pays peut aller? Alors, lorsqu'il y a quelque chose, vous leur dites non, nous, on ne perd plus. Voilà nos critères. On vous donne un mois pour que cette situation ne soit plus. Parce que lorsque j'entends mes deux copanélistes parler, ça veut dire que le mouvement clandestin dans le transport a un manque à gagner aux professionnels. Parce que quelqu'un qui peut travailler 3 000, qui travaille 3 000 alors qu'il pouvait travailler 6 000 parce que l'autre est venu travailler les 3 000 francs, va se plaindre. Et c'est un problème très crucial qu'il faut régler. Et le gouvernement de la République a tous les moyens pour régler cela. Mais sauf que comme ils veulent complaire, parce que le problème c'est quoi? C'est que nous sommes ici dans un jeu politique. Il ne faut pas qu'on se trompe. Ces gars savent qu'il faut que dans chaque position sociale, on essaye de montrer qu'on est avec vous. Alors on laisse les clandestins pour opérer, on laisse les taximans opérer, on laisse ceci opérer pour qu'on dise que bon, ok, tel que chacun trouve son compte, il y a un soulèvement, mais c'est pas bon. On peut vivre un pays comme ça parce que il y a des gens qui payent des patentes, qui payent des papiers, qui payent, mais qui ne peuvent pas entrer dans leurs frais. Oui. Et il y a des Camerounais qui ne peuvent pas manger. Parce que quand vous dites qu'ils ne veulent pas payer, mon frère, ils ne savent pas qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas la possibilité de payer. Parce que 300 francs, c'est la ration de famille ici. 300 francs, c'est la ration de famille ici. Quand le papa se lève le matin et dit que voilà 300 francs, faites le riz blanc. Les gens mangent. Il ne faut pas qu'on se dise, c'est ça la réalité de notre pays. Alors, ce monsieur, il y a des gens qui parcourent, peut-être il est à la poste. Il veut aller à Odia. Il va faire poste jusqu'à arriver à Mvan et commencer à négocier 100 francs ou 150 Odia. Il le fait tous les jours. Est-ce que c'est parce qu'il ne veut pas? C'est parce qu'il n'a pas la possibilité de payer le transport. Alors, il est obligé de quitter chez lui, parfois à 4 heures, pour marcher, j'en connais. Il ne faut donc pas que... Moi, je dis seulement aux responsables du secteur que lorsque vous êtes en face de gens, dites-leur clairement là où il y a problème et qu'ils essayent d'arranger cela. Parce que le peuple camerounais, nous sommes tous camerounais, on se connaît en détail, ne peut pas supporter cette charge-là. Simplement parce que ce n'est même pas par vous. C'est ce peuple-là qui va se lever d'ici peu. C'est ce même peuple qui va se lever d'ici peu. Tu peux donner 300 francs. Le carton de sucre, 1200. Sinon, tu vas acheter le sucre qu'on ramasse là par terre à 800, 900 francs le kilo. C'est dans quel pays? Or, les gens ont les bons de carburant. Et il y a même des mesures. Vous parlez des mesures. Les bons de carburant. Le gouvernement public connaît à peu près combien de carburant les taximans peuvent utiliser par an. Alors, il y a combien de syndicats? On peut même dire que, bon, ok, peut-être l'année-ci, on vous dit, il y a des gens qui ont les 3 millions de carburant, une seule personne. 5 millions de carburant, ils font quoi avec? Ils font quoi avec? Pour aller dans ton bureau, ils font quoi avec? Et si je vous manque, regardez la période de fin d'année. Novembre, décembre, vous allez voir beaucoup de véhicules. Pourquoi? Parce que les gens ont emmagasiné les bons de carburant et que nous sommes à la fin de l'année, doivent finir en décembre. Alors, ils ne peuvent rien faire. On donne aux gens comme ça et les gens commencent à circuler avec. Ils ont les bons de carburant de 5 millions. Ils font quoi avec? Ils font quoi avec? Oui, alors, Monsieur Foya, mais finalement, les mouvements syndicaux, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est comme si vous semblez ne pas vous mutualiser les forces davantage pour pouvoir faire face à tout ce qui se passe. C'est-à-dire, vous partez de réunion en réunion, mais finalement, vous imposez tout. Effectivement, tout ça, c'est le jeu de l'État. Vous savez que quand vous n'êtes pas unis, ça donne la possibilité à l'État de vous gérer comme il veut. Mais qu'est-ce que vous faites à votre niveau? C'est vous, les différents mouvements, pour pouvoir vous mutualiser de force et aller de manière rigide face à tout ce que le gouvernement vous propose. Parce que sur la table de négociation, finalement, tout ce que le gouvernement décide, ça passe comme une lettre à la poste. Vous savez, le syndicalisme est quelque chose qui est au Cameroun très très divisé. Mais vu toutes les difficultés que nous endurons et toutes les propositions que nous proposons à l'État sans suite, d'une autre manière, nous sommes en train de travailler pour que les acteurs puissent regarder dans un même sens. Donc, ce travail, nous espérons vraiment que cela
portera du fruit. Mais l'État ne doit pas nous prendre comme des gens qui les embêtent. Nous voulons simplement que dans notre activité, qu'on respecte les textes, qu'on respecte ce que la loi dit par rapport au transport. Dès que cela est respecté, tout le monde sera satisfait. Oui. Ce n'est que ça. Donc, violation de la loi, c'est ça qui crée tout le problème. Et la tolérance administrative à un niveau n'est plus bien, n'est pas bon. Donc, nous voulons vraiment que l'État comprenne que nous, les acteurs sociaux, nous ne sommes pas leurs ennemis. Nous voulons juste que les textes, la loi soient respectés dans notre domaine pour que les choses marchent. Monsieur Diman, comment expliquez-vous cette attitude de l'État qui traîne toujours les pas en ce qui concerne les demandes des organisations syndicales? Lorsque vous posez vos doléances, l'État semble toujours ne pas aller dans le sens de vouloir satisfaire ces déshydratants. Ce que nous remarquons, c'est que l'État a multiplié les syndicats. Et dans cette multiplication On vous a infiltré. Il y a des infiltrés. Il y a des infiltrés que l'État a mis dans le mouvement syndicat et l'État donne les moyens à ceux-là pour combattre, vous comprenez un peu, pour empêcher que les revendications partent. Ce que nous avions également constaté, c'est qu'à un moment donné, l'État essaye un peu d'intimider les syndicalistes. Je me souviens, je crois en 2020, nous avions initié un sitting contre le transport clandestin et qui visait à aller dans les points des arrêts taxi et stiper au sein des chauffeurs de taxi les clandestins. Nous avions dit à l'État, il nous semble qu'il y a un lenteur administratif et que véritablement les policiers arrêtent les faux policiers, le militaire arrête les faux militaires, les gendarmes arrêtent les faux gendarmes. Pourquoi dans le secteur de transport, on ne peut pas donner la possibilité aux professionnels de mettre en état de nuit ces clandestins qui viennent s'imposer dans notre secteur? Alors, nous avions donc indiqué une date que si rien n'est fait, nous-mêmes, nous allons nous retrouver sur les différents points des arrêts taxi, estipés au sein des chauffeurs de taxi, ce clandestin. Oui. Alors, qui nous évalue une garde à vue de 24 heures. Nous n'a été la mobilisation des chauffeurs de taxi à la délégation régionale à la Sûreté nationale pour dire non, nous ne pouvons pas au moment où nous demandons que le transport routier clandestin soit reculé, que ce soit encore des syndicalistes que vous arrêtez pour garder. Quel était le motif? On nous avait collé au moins 10 motifs. Tentative de sélection, trouble à l'ordre public. Il y avait trop de motifs qu'on nous avait collés. Alors, nous n'a été la forte mobilisation parce qu'il faut dire que à 6 heures le lendemain, après notre interpellation, il n'y avait plus la circulation au niveau de la délégation régionale à la Sûreté nationale pour dire tant que nous ne sommes pas libérés, il serait de bon temps que tous les chauffeurs de taxi dans la ville de Yaoundé soient enfermés. C'est là où on nous a libérés. Ça veut dire que tout est fait pour nous museler, pour nous intimider, pour empêcher que les revendications trouvent des solutions. Jean, comment comprenez-vous cette démarche gouvernementale à vouloir ne pas toujours répondre favorablement aux déshydratants? Parce qu'ils ne veulent pas. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas. Ils ne veulent pas. Ils ont laissé prospérer une idée selon laquelle les Camerounais se débrouillent. Donc, quand vous leur dites que non, voilà quelque chose qui gangrène, ils vont vous dire que c'est le débrouillard. Il vient de donner un exemple. Quand quelqu'un veut, il dialogue, il trouve des solutions. Pourquoi est-ce qu'on a tellement, dans chaque mouvement au Cameroun, dans chaque corporation, il y a tellement de syndicats, tellement, pourquoi? Vous allez voir au niveau des enseignants, il y a 3 syndicats. Au niveau des transporteurs, il y a peut-être 20. C'est quoi? Parce que le tas crée, comme je venais de le dire, des agents, des sous-mains qui sont là pour anéantir toute idée, toute velléité
d'organisation qui pourrait porter préjudice s'il y a des décisions qui sont mal prises. Donc, moi, je pense que les chauffeurs de taxi professionnels ont le poids. Ils n'ont pas peut-être mesuré leur poids en 2008. Parce qu'il faut qu'ils se réveillent en 2008, le poids qu'ils ont. Moi, j'étais encore à l'université. J'étais avec les doigts là, j'ai vu le poids d'une petite mobilisation, comment c'est arrivé. Ils ont le poids. Et ils peuvent extirper de leur milieu tous les étrangers qui viennent pour semer les années. Et les conducteurs de taxi, les conducteurs de taxi eux-mêmes doivent les porter parce qu'un mouvement ne peut être fort que si ceux qui adhèrent sont derrière. Parce que lorsque peut-être il y a 5 ou 6 mouvements syndicaux et que les chauffeurs de taxi se divisent, peut-être par affinité tribale, par affinité familiale, par amitié, ils ne gagnent rien. Ils doivent saisir des dirigeants qui sont fiables, qui peuvent vraiment les représenter et s'allier derrière ce syndicat-là. Les autres qu'on a créés là n'auront plus de force parce que c'est eux qui alimentent les syndicats. Donc, moi, je dis que les chauffeurs de taxi qui nous écoutent, ils doivent prendre leurs responsabilités, se dire, OK, à partir de telle date, on ne veut plus avoir 5 ou 3 syndicats, on veut un seul syndicat. Donc, vous tous qui êtes là, on vous donne telle date, vous vous réunissez, vous faites un bureau national, vous donnez des mandats avec des textes très clairs qu'on présente au ministère et à l'État et on vous valide, c'est vous qui nous représentez. Là maintenant, les décisions seront anonymes et qu'ils sachent que lorsqu'ils partent négocier, qu'ils ne négocient pas par rapport à l'augmentation du prix de transport parce que ça ne les arrange pas. Et il y aura toujours des couacs avec les usagers. Parce que quand non pas, qu'ils touchent là où ils peuvent être, ils viennent de parler peut-être du carburant. Quand on n'a pas augmenté le prix du gaz. Ça veut dire qu'on s'est dit qu'en augmentant le prix du gaz, ça peut créer une histoire. On peut dire donc que tous ceux qui sont professionnels de taxi, qui payent régulièrement le transport, lorsque vous arrivez dans une station, vous prenez telle carte, qui montre que vous êtes à jour, vous payez le transport, le carburant à tel prix. Hein? Contrairement à ceux-là qui ont des cylindres, qui n'ont rien, qui ne foutent rien, et qui ont des bons de carburant. Parce que si c'est une autre manière par pourquoi on est le transport. On leur dit, OK, aujourd'hui, à partir de cette date, vous en règle, on vous donne une carte. Quand vous arrivez dans une station, on dit, OK, c'est un taximan professionnel qui est en règle, il paye le carburant ou à 600. Et ça soulage tout le monde. Ça soulage tout le monde. Voilà une mesure très simple, même ça soulage tout le monde. Oui. Monsieur Moïse Lambert-Fouillard, alors, vous avez cité tout à l'heure certains problèmes qui gangrènent votre environnement de travail, les transports clandestins, certainement également les tracasseries policières. Alors, en tant que syndicat, qu'est-ce que vous faites de manière concrète pour pouvoir essayer un peu de changer la donne? Puisque vous semblez dire que l'État vous abandonne, l'État ne s'imprègne pas de vos difficultés pour pouvoir éradiquer les brebis galeuses. Vous, à votre niveau, les syndicats, qu'est-ce que vous faites pour pouvoir mettre de l'ordre vous-même, par vous-même? Par exemple, chez nous, à Saint-Trapican, nous sommes en train de sensibiliser les camarades sur le terrain, d'aller même sur le terrain pour essayer d'orienter les Camerounais, parce qu'on a plusieurs problèmes qui nous empêchent d'avancer. Lesquels, par exemple? Par exemple, le transport, les embouteillages qui sont dans les rues, dans les carrefours, nous empêchent d'avancer. Oui, de bien travailler. Ça nous prend le temps et ça nous bouffe beaucoup de carburant. Nous sensibilisons, nous orientons parce que nous avons constaté dans notre syndicat que la majorité des Camerounais sont inciviques, y compris nos usagers et y compris les acteurs parmi nous qui sont sur le terrain. Ils sont inciviques. Donc à ce niveau, nous nous battons pour orienter les Camerounais, pour libérer les carrefours. Tout ceci doit interpeller l'État à comprendre qu'au milieu des syndicalistes, il y a d'autres qui veulent vraiment assainir le milieu et que l'État puisse nous écouter. Parce que c'est ce que on peut faire, vu les plans que l'État a mis sur pied. Nous interpellons les camarades à nous réunir au moins une fois l'an. Pourquoi pas aller
au palais des sports, prendre un jour spécial pour essayer de travailler entre nous et de fixer des objectifs. des objectifs à atteindre pour aider le Cameroun à avancer. Vous savez, le transport, c'est ça qui fait bouger l'économie. Donc, si le transporteur qui fait bouger l'économie n'est pas épanoui, les choses ne peuvent pas marcher. Donc, c'est à peu près ça. Justement, M. Foya, dans cette prise de parole, semble un peu désigner certaines initiatives qu'il faut entreprendre. Mais est-ce que vous ressentez quand même qu'il y a une volonté à pouvoir aller de l'avant sur le terrain? Tout à fait. Nous ressentons une volonté. Il faut dire que c'est juste... Mais qu'est-ce qui manque donc? C'est juste la lenteur administrative. Je me souviens, à un moment donné, après plusieurs dénonciations, les autorités avaient initié un jour auquel nous on sortait avec la police, c'était pratiquement tous les jeudis, on sortait avec la police pour lutter contre le transport routier clandestin. Il fut même un moment où nous sommes sortis avec la police lorsque nous avions dénoncé que, en fait, nous nous rendons compte que pour la plupart de ces clandestins, c'est même des hommes en tenue, où le ministre de la Défense, à l'époque, a fait des sorties avec nous et on a surpris beaucoup des militaires qui faisaient du transport avec des bérets sur la voiture. Mais depuis qu'on a fait cette sortie, il y a eu un relâchement. Oui. Il y a eu un relâchement. Il faut simplement qu'il y ait des services permanents, que lorsque qu'il y ait des équipes, lorsque celui-là sort de chez lui, c'est qu'il va lutter contre le transport routier clandestin, que ce soit permanent et que ça ne soit pas fixé sur un endroit, que les gars, si on ne les arrête pas, le genre de contrôle que nous constatons, que les gars partent se positionner sur un endroit déjà connu pour faire du contrôle. Non, que ce soit un contrôle de routine, que les gars sur les acteurs de la ville, lorsqu'ils arrivent dans les arrêts taxis, on surprend un clandestin en train de faire de la clandestinité, on l'interpelle et que la loi soit dite. Je ne sais pas pourquoi on a peur dans le secteur de transport d'appliquer la loi. Je n'ai jamais compris ça. Depuis que je suis conducteur, je n'ai jamais suivi que ce soit la télé, que ce soit la radio, que voilà un transport clandestin qui était présenté devant monsieur le procureur et qui est passé à la barre, qui a été condamné conformément à la réglementation en vigueur. Je crois que la loi est claire là-dessus. Si on avait fait appliquer ça, au moins sur deux Camerounais, ils devaient comprendre le coût du danger que court en venant faire du transport clandestin. Mais ça n'a jamais été le cas. Vous comprenez? C'est quoi que c'est là où le bas blesse. Hein? La corruption est devenue un mode récurrent dans notre secteur. Parce que rien ne peut justifier le fait que, à la base, je n'ai jamais suivi qu'un transporteur était condamné. Or, la loi est claire. Toute personne surprise de flagrant délit de transport routier clandestin est passible d'un emprisonnement de 3 à 6 mois, d'une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA. Sincèrement, si on avait frappé un seul Camerounais ou deux comme ça là, et qu'on a médiatisé, je crois que ça devait facilement nettoyer le secteur. Parce que je ne vois personne qui peut avoir le courage de compter 500 000 et donner comme ça parce qu'il allait soi-disant aider un usager. Je ne vois pas. Si pendant que je regarde la télé comme nous sommes à TV, pendant que je regarde la télé, je me rends compte que voilà un Camerounais qui est condamné de 3 ou de 6 mois d'emprisonnement parce qu'il faisait le transport clandestin. Si je faisais partie de ces clandestins, je crois qu'on n'aura plus besoin de venir me dire d'arrêter. Vous comprenez? Je vais dire, hey, ça veut dire que l'affaire est sérieuse. Hein? Mais lorsque on arrête, je vois souvent comment les agents de la communauté urbaine font. On arrête quelqu'un, on lui met à la fourrière, il paie 25 000 sort. Ça respecte quelle réglementation? Les 25 000 qui donnent là, c'est sur la base de quoi? Qui se régit par quoi? Ça va dans quelques semaines.
Or, si on te prend, tu vas au trésor, tu comptes 500 000. Je ne parle pas de 5 millions. Je dis seulement 500 000. Parce que c'est le taux moyen. Oui. Pour quelqu'un qu'on a surpris de flagrant Que la loi a prévu, oui. Je crois que si compte 500 000, il peut mettre dans la caisse de l'État. Parce que c'est notre argent, nous tous. Demain, même si l'usager là lui dit quoi, je ne crois pas qu'il peut encore s'aventurer. Jean Sim, selon le FMI, le taux d'inflation du Cameroun est projeté à 6% en 2023, soit le double des 3% tolérés dans la zone CEMAP. C'est dit que le contribuable est appelé à serrer davantage la ceinture. C'est même plus la ceinture. On va trouver le mot. Je ne suis même pas sûr que la FMI ait bien fait les statistiques. Moi, je ne pense même pas qu'ils ont bien fait les statistiques. Parce que nous qui sommes au quotidien, nous qui côtoyons le monde mercantile, nous savons ce qui se passe. Nous savons ce qui se passe. Et comme il disait maintenant, la ceinture, les Camerounais l'ont serré depuis. Maintenant, c'est le coup qu'on doit serrer. Là, on sera étranglé. Mais plus que c'est vers ça qu'on nous amène, à l'étranglement. Vous ne pouvez pas nous dire, parce que quand on pose cette question ici, peut-être avec des visages un peu jovial, on se dit que c'est bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pas du tout. Parce que les conséquences ne se limitent pas seulement à ça. Il y a des conséquences indirectes. Il y a des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont pris la rue parce qu'ils ne peuvent pas manger. Combien de Camerounais, des familles au Cameroun aujourd'hui peuvent manger 3 fois par jour? Aujourd'hui, le repas du soir est devenu une merveille. Ça veut dire que lorsqu'un parent rationne pour que les enfants mangent le soir, c'est comme s'il a fait une prouesse dans un pays où il y a l'eau, il y a le soleil, il y a tout. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent rien assainir. On ne veut rien contrôler. Tout ce qu'on veut, c'est emmagasiner beaucoup d'argent. À quelle fin, on ne sait pas. Et il parle maintenant de la loi. Est-ce que les textes camerounais sont mauvais? Les textes sont très bons. Mais pourquoi ne pas les appliquer? Ne serait-ce que parce que le problème, c'est quoi? C'est que le gouvernement, le régime du haut niveau n'a jamais voulu responsabiliser le peuple camerounais. Parce que lorsqu'on vient assainir un domaine comme le taximan, c'est parce qu'on veut le rendre puissant. On veut donner le pouvoir. Alors, en donnant le pouvoir, il peut revendiquer. Et eux, ça ne les arrange pas. Alors, il faut donc créer du désordre pour qu'ils n'aient jamais la possibilité d'avoir le pouvoir. Les fragiliser. Il faut les fragiliser. Et c'est comme ça partout. C'est comme ça partout. On va te dire que non, tous les gars administratifs par-ci, non, il faut quand même comprendre par là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. C'est fait à dessein. Oui, c'est fait à dessein. Pourquoi? Parce que un citoyen qui connaît ses droits, ses devoirs, est quelqu'un à craindre. Alors, lorsqu'on vous affame, on vous laisse affamer, on voudrait que vous partiez rechercher d'abord la subside et vous vous éloignez des choses essentielles. Voilà pourquoi la corruption vit dans ce pays. Je venais de lire maintenant un ancien camarade, quand on militait quelque part, Armand Noutak. Oui. Il a fait un communiqué où il disait que le fonctionnaire le plus gradé de la fonction publique au Cameroun touche 226 221 francs. Il a essayé de faire des petits trucs élémentaires dans les dépenses élémentaires. Tu ne peux même pas t'en sortir. Donc, il n'a même pas mis le fait que tu peux t'acheter une chaussure, un short, même pas donner peut-être 500 francs à madame de manger, tout ça là. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que il ne faudrait pas que ce citoyen-là ait de quoi se bomber le torse. Il faudrait qu'il soit toujours ce type à être manié à souhait. Et c'est ce que le gouvernement du renouveau fait avec les Camerounais dans tous les secteurs d'activité. Nous parlons aujourd'hui du transport. Qu'en est-il des Bayam Salam? Qu'en est-il du domaine des partis politiques? Dans tout le domaine que tu prends, le sport partout, c'est ce même qui importe. Parce qu'on ne voudrait pas que les textes soient respectés. Quand le texte est respecté quelque part, la personne qui respecte le texte devient une personne forte parce qu'elle maîtrise ses droits, ses devoirs, elle sait quand agir et comment agir. Lorsqu'on enlève dans ce sens-là, qu'est-ce qu'on devient? On devient des mendiants. Les Camerounais sont devenus des mendiants dans leur pays. Pendant que d'autres qui n'ont rien foutu, qui ont tout eu gratuitement, mangent bien, font des choses, vivent au-delà du Camerounais, et on ne fait que s'endetter. Donc moi je pense que l'inflation dont le FMI parle, à 6%, ils ont même pitié de nous. Oui.
concernant cette inflation, comme conséquence, on parle d'érosion du pouvoir d'achat, c'est-à-dire les gens n'arrivent même plus à pouvoir, ne serait-ce que avoir de quoi manger. Non, parlons de manger. Oui, malgré l'augmentation de 5,2% en termes salarial aux fonctionnaires. C'est dit que la situation est vraiment cruciale. Une minute. Et ceux qui ne sont pas alors fonctionnaires, une minute. Oui, quand on augmente le salaire dans un pays sérieux à 5,2%, où les gens touchent 30 000, entre nous, on dit qu'on augmente le salaire. Non, laissons même ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui travaillent, tu touches 30 000, on t'augmente 5,2%. Entre nous, on va dire, on annonce ça que le gouvernement public a fait. Ça veut dire quoi? C'est la moquerie. Parce que même si tu as 5 000 francs, ça te fait 5 200. Contre ajouté, ça n'achète même pas 10 kilos de riz. Ça n'achète même pas 10 kilos de riz. 5 200, ça veut dire que tu... non. Oui, la même à la limite, ça c'est blasphémer avec son peuple. C'est insultant même. Ça c'est blasphémer. Nous, on ne comprend même plus notre pays. On ne comprend pas parce qu'à un niveau, on ne sait plus d'où viennent les dettes qu'on ne fait que payer depuis des années. Ces dettes-là viennent d'où? Qu'est-ce qui marche? Par exemple, nous sommes dans le transport. Oui. Vous connaissez bien l'état de nos routes. Là, cet argent qu'on passe le temps à prêter, fait quoi? C'est difficile pour le Camerounais. Quand vous parlez que le Camerounais est déjà les Camerounais sont déjà dans les cercueils. Il manque seulement celui ou ceux qui vont les prendre et mettre dans la tombe et enfermer. Et fermer le sol. Nous sommes déjà dans le cercueil. Nous sommes dans le cercueil. Et ce n'est pas normal pour nous. Ce n'est pas normal. Ceci, tu peux subir ceci, peut-être hors de ton pays. C'est normal. Mais dans ton pays, quel avenir pour nous et nos enfants? L'État veut que nous quittons le pays pour aller où? Non. Monsieur Dimon, c'est dit que le spectre des émeutes de 2008 n'est pas loin. Tout à fait. Et ce que je remarque, c'est la mentalité des Camerounais. La mentalité des Camerounais. Vous avez suivi un moment où on disait quelqu'un a mis le feu sous l'argent, dans une chambre sous l'argent. Pendant que les petits Camerounais comme nous autres, on n'a même pas déjà de quoi manger, mais quelqu'un veut brûler l'argent. Cet argent-là, il trouve ça où? Hein? Il trouve ça où? Je crois que c'est la mentalité que les Camerounais ont. Lorsque on te met quelque part de travail pour le bien de tous, alors pour toi, s'il y a possibilité de tout ramasser et garder quelque part pour soutirer petit à petit pour vivre avec ta petite famille, même si les autres meurent, ce n'est plus ton affaire. Hein? Ce n'est plus ton affaire. C'est pour cela qu'il faut toujours qu'il y ait la tenance. Hein? Qu'il y ait la tenance. Qu'on ne mette plus des gens dans des postes, on les abandonne, ça devient le titre foncier. C'est ça qu'il faut la tenance. Lorsque quelqu'un a pris un poste de responsabilité, vraiment, quand son mandat est arrivé, qu'il parte, qu'on lui laisse partir, on essaye, on doit faire encore confiance à d'autres Camerounais. Je crois qu'à partir de là, on aura la possibilité de diminuer ces détournements dont nous faisons face. Le camarade Moïse disait tout à l'heure, nous payons les dettes tous les jours. Ces dettes que nous payons tous les jours là, on prend pour faire quoi avec? Si on prend les dettes et que le Camerounais ne s'en sort pas, hein? On prend dans ces dettes pour faire quoi avec? Donc vraiment, je crois que le niveau où nous sommes en train de partir là, j'ai bien peur. J'ai bien peur. C'est pour cela que nous évitons que ça commence par le secteur des transports, parce qu'on dira toujours, pourquoi c'est toujours par vous? Vous comprenez? Nous attendons aussi que d'autres secteurs commencent afin que nous grippons là-dessus, mais il faut dire que si ça commence, ce qui s'est passé en 2008 ne serait rien. Parce qu'à l'heure où nous parlons, ça devient de plus en plus difficile. Ça devient de plus en plus difficile. Hein?
Je crois que notre confrère de la société civile, il a si bien dit. On a augmenté le salaire à 5,2%. On a augmenté le carburant et on a augmenté le taxi. Maintenant, le Camerounais qui touche 30 000, lui fait donc comment? Lui fait donc comment? Hein? Parce que il est bien beau d'augmenter. C'est pour cela que je disais vraiment, il y avait d'autres alternatives, comme il venait de le dire. Oui. Hein? Il y avait d'autres alternatives. Aujourd'hui, nous sommes producteurs du pétrole. Mais pourquoi, depuis des décennies, on ne peut pas consommer nos pétroles que nous produisons? Nous sommes toujours en train d'aller encore subventionner le pétrole. Hein? Pourtant, nous avons beaucoup de pays africains qui se sont développés grâce au pétrole, hein, qu'ils produisent. Pourquoi chez nous, nous ne pouvons pas exploiter nos pétroles? Je crois que ceci, tout l'argent qu'on passe le temps à aller subventionner, si on avait réfléchi un temps soit peu que non, il faut créer des sociétés qui peuvent transformer nos pétroles afin qu'elles soient à notre disposition. Je crois que ça devrait un peu diminuer. Au lieu de penser toujours qu'il faut augmenter, on va augmenter jusqu'à quand? Jean Sim, à cette allure, le spectre des émeutes de 2008 n'est pas loin. Je pense que c'est même les ingrédients sont tous réunis. Il manque seulement l'étincelle. Nous ne le souhaitons pas. Nous ne le voulons pas. Effectivement. Voilà pourquoi nous demandons à ces gens qui connaissent des mesures qu'il faut prendre pour que cela s'estompe, pour que nous n'arrivions pas là. L'une des mesures, on le décrit toujours, c'est le train de vie de l'État. Moi, je ne sais pas. Lorsqu'on vous donne un véhicule de fonction, c'est pour que vous l'utilisez pendant votre fonction. Non? Effectivement. C'est-à-dire que le travail au Cameroun commence à 7h30 et finit à 15h. Comment se fait-il donc que les véhicules de l'État marqués CA se retrouvent à 20h, 22h en train de circuler dans nos rues avec le carburant de qui? Voilà les choses qui font comme ça. Lorsqu'on prend quelqu'un, il disait maintenant la corruption, le détournement. Voilà les choses qui font en sorte qu'on ne peut pas s'en sortir parce que les gens ne veulent pas. Et en 2008, on nous avait dit qu'on a suspendu les taxes sur certains produits de première nécessité, tels que le riz, le sucre, le blé et tout ça. Sauf que ça ne fait qu'augmenter. Et on nous a dit que non, c'est la guerre en Ukraine. Les prix de tous ces denrées ont grimpé. Ont même doublé. Sur le marché. Ont même doublé. Actuellement. Ont doublé. Et maintenant, même ce qu'on produit ici. Parce que maintenant, quand tu vas acheter le manioc, la femme qui vient te dire que non, elle paie le transport cher pour venir vendre son manioc. Alors on va demander 2 tubercules de manioc à 1000 francs. À prendre ou à laisser. Toi, tu vas laisser. C'est même eux encore les gros bonheurs qui vont venir acheter ça. Et le Camerounais moyen va faire donc comment? Donc moi je pense que notre pays le dirigeant de notre pays doit prendre conscience que tous les ingrédients de 2008 sont réunis et qu'il faut qu'il prenne des mesures pour qu'on n'arrive pas là. Parce que comme il venait de le dire, si ça reprend là, ça sera plus pire qu'en 2008. Et nous ne le souhaitons pas. Nous sommes déjà tellement asphyxiés que même des émeutes ou des révoltes ou des grèves vont seulement venir nous achever. Qu'ils prennent des mesures conséquentes. Le transport est le moyen le plus crucial dans un pays parce que le transport je peux dire, gère tout. S'il n'y a pas de transport, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas faire les transactions monétaires, ni les marchandises, tout ça. Et il y a donc de bon ton que tous les secteurs de transport qui sont cruciaux, transport interurbain, les transports des taximans, que l'État prenne des mesures convenables pour que ces gens-là puissent travailler également, afin que le citoyen lambda puisse trouver. Et j'ai dit ici qu'on peut leur faire des réductions sur les prix du carburant. Oui. Moïse, le gouvernement dit poursuivre le dialogue avec les organisations patronales, syndicales et des associations des consommateurs pour essayer un peu de juguler la tension inflationniste. Vous y croyez vraiment? Est-ce que c'est la première fois? Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois. On ne croit plus. Donc, pour vous, c'est du dilatoire? C'est du dilatoire. Si ça ne voit pas le jour, on ne peut pas croire. Et surtout que ce que nous demandons à l'État, c'est le respect des tests, oui, de la loi, dans chaque domaine. Si tout ceci est respecté, si la loi est respectée,
tout pourra bien marcher. Tout pourra bien marcher. On respecte les tests. Qu'est-ce que le test dit par rapport au transport, à l'urbain, interurbain, dans d'autres domaines? On doit respecter les tests. Et pour faire avancer le pays, à quoi donc sert tout ça? Toutes ces lois, à quoi donc sert? Pour faire ceci, il faut être ceci. Donc, les réunions que l'État amène ne faut pas être la solution. Là, on va toujours chercher à contourner ce qui est mieux. Parce que les pareilles réunions cherchent toujours à contourner ce qui est mieux, puisque ce que vous apportez comme revendication ne peut pas, on ne peut pas, et ils ne peuvent pas résoudre cela, ils ne peuvent pas accepter. Maintenant, quand ils vous appellent, c'est pour contourner. À ce stade, revenons aux tests et marchons selon les tests, selon la loi, pour que les choses avancent. Ce dimanche, vous allez continuer à participer à ces multiples réunions avec le gouvernement. Le refus Pendant ce temps, de manière concrète, dans le quotidien des Camerounais, on reste toujours sur sa faim en termes de mesures concrètes. Tout à fait, mais sauf que on ne saurait refuser la main tendue. Le gouvernement, c'est ce que prévoit les textes en matière syndicale. Lorsque vous revendiquez un certain nombre de choses et que l'État vous tend la main, vous deviez y partir et l'écouter. Ce qui nous gêne, c'est le fait qu'on nous tourne à bourrique. C'est tout ce qui dérange. Sinon... Revoyez donc votre stratégie. Tout à fait, tout à fait. Les stratégies peuvent être revues, mais dites-vous que quel qu'en soit le style de stratégie que vous pouvez adopter, si véritablement l'État en elle-même ne peut pas prendre conscience que c'est des citoyens qui n'ont que besoin de vivre et essayent de faire quelque chose pour améliorer, je crois qu'on va toujours se retrouver sur les mêmes situations. Je crois que le panier de la ménagère, avant même l'augmentation du prix du carburant, le litre d'huile maillot coûtait déjà 1700 francs sur le marché. Pourtant, la bouteille d'huile coûtait 1100 francs, 1150. Nous sommes déjà à 1700, voire 1800 sur le marché. Ailleurs même, c'est 2000, dans les sous-quartiers. Voilà. 2000. Alors, même l'huile rouge que nos mamans produisent au jour d'aujourd'hui sur le marché n'est plus donné à tous les Camerounais. Vous voyez? Alors, si l'État ne peut pas prendre conscience que vraiment ce sont des citoyens qui ne demandent qu'à vivre, vraiment, on ne peut pas avancer. Je crois que le confrère a dit quelque chose de très important. Il faut que l'État réduise son train de vie. Il faut que l'État réduise son train de vie pour permettre aussi aux autres Camerounais de s'agripper là-dessus. Parce que je suis passé quelque part dans une station, je crois hier, mais j'ai eu la chair de poule. J'ai vu les bons, des centaines de bons de carburant qu'on est en train de déchirer. Je me suis posé la question quand même. Voilà le bon de carburant que certaines minorités de Camerounais vivent avec. Hein? Par contre, nous autres, nous ne savons pas où est-ce qu'ils trouvent cela. Hein? Mais c'est encore eux qui passent encore le temps à nous augmenter le carburant. Hein? Voyez-vous, j'ai été le plus choqué quand j'ai suivi l'augmentation du prix du carburant parce que le super étant à 630 francs et le gasoil était un peu plus moins, était à 525. Nous avions tous viré au gasoil. Mais l'État a donc constaté que les gens sont en train de fuir le super et sont en train de... est venu maintenant doubler l'augmentation du prix du gasoil. Imaginez, j'ai été dépassé. Sincèrement, quand j'ai suivi l'augmentation, j'ai dit peut-être l'État avec un autre plan que c'est de vouloir véritablement la vie des Camerounais que nous sommes. Jean Sim, alors ces multiples assises, le gouvernement dit entend poursuivre
pour essayer un peu de juguler la tension inflationniste sur le marché? C'est pour justifier le budget. Vous savez que chez nous, quand un ministre quitte son bureau pour le rez-de-chaussée, c'est une mission. Donc, s'il quitte Douala, Yaoundé pour Douala, c'est une mission. Ce n'est que le but. Parce qu'on n'a pas besoin de ces réunions. Déjà que le ministre du Commerce, on a les chargés, les contrôleurs de prix. On est les contrôleurs de prix. Et il y a des prix qui ont été homologués, qui n'ont pas encore changé. Pourquoi est-ce que ce ministère-là ne peut pas envoyer sur le terrain ces gens pour venir voir, si c'est les Camerounais qui jouent à la Dupéry, pour venir voir comment les prix se font? Hein? Parce que c'est ça le problème. Aller faire des réunions qui n'accouchent que des souris, ça nous sert à quoi? Ce n'est que des budgets qu'on transforme, parce que pour amener, pour quitter, aller faire une réunion avec le patronat, on va vous dire que non, nous sommes partis à l'hôtel Montfébé. Ça a coûté combien? On était à l'hôtel Hilton, ça a coûté combien? On a dépassé combien de personnes, avec combien de véhicules? Tout ça là, c'est pour justifier le budget. Or, cet argent-là qu'on fait des réunions peut aider ailleurs. Et il y a des agents dans le ministère du Commerce qui sont chargés pour le contrôle des prix. Donc, ils viennent, ils se disent que bon, c'est comment, et ils surveillent. Si ces gens-là sont mieux payés, ils vont faire leur travail. Parce que quand vous les envoyez, moi je ne les envoie même plus. Avant, je les en voulais, mais je ne les envoie pas. Parce que quand vous arrivez chez vous, vous partez dans un magasin, quelqu'un vous dit que, ok, bon, avant de partir, vous prenez un sac de riz, on vous donne 10 litres de trucs, tout ça. Vous voyez que non, ça peut gérer un mois à la maison. Vous allez prendre. Parce que c'est la chair. Vous n'avez pas les moyens de vous acheter ça. Vous allez prendre. Et on les laisse comme ça parce qu'ils veulent. Ils ne peuvent pas. Pour moi, ces réunions-là, on n'a pas commencé aujourd'hui. Il y a réunion, séminaire sur séminaire. À la fin, qu'est-ce qu'on a comme résultat sur le terrain? Parce que c'est ça le résultat. Si on fait des réunions et qu'il n'y a pas de résultat concret, ça ne sert à rien. Ce n'est qu'une façon pour eux de justifier le budget, de voler. On nous a dit, je dis, Joël, soyons un peu sérieux dans ce pays, pour une fois. Nous avons des gens qui vous disent qu'il n'y a pas d'argent. Ils sont endettés. Mais quand vous voyez comment ils vivent, vous vous posez la question que mais c'est comment? Un ministre qui quitte chez lui pour aller au travail, il y a 8 voitures. Des voitures qui consomment le carburant pour démarrer le moteur, 20 000 francs. Tout ça, c'est pourquoi? C'est parce que vous êtes dans le numéro suivant. Quand ils vont le matin, tu as la chance de trouver quelqu'un le jour qui part au travail. C'est 8 voitures, tout un cortège. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Pourquoi? Moi, je le redis encore ici. Oui, vous chutez. Ils nous écoutent. Surtout le ministère de la Communication, parce que c'est eux qui doivent regarder l'information. Les Camerounais sont au bord du gouffre. Et lorsque quelqu'un est face à la mort, ce qui lui reste, c'est la survie. Et quand il veut survivre, il est prêt à tout. Parce que lorsqu'on a peu d'espoir, que ce n'est que le seul souffle que nous restons là, on est prêt à tout. On ne veut pas arriver à ces situations. Qu'ils prennent des mesures pour que nous puissions, on ne demande pas à les remplacer. Les Camerounais demandent seulement à vivre mieux, à éduquer leurs enfants comme il se doit, à les soigner, à manger décemment. C'est tout ce qu'on leur demande. Oui. Madame, Monsieur, nous allons prendre la seconde halte de cette émission. Prendre la seconde thématique inscrite dans cette édition de Regard Croisé. Alors, Yango, cette plateforme numérique a été suspendue par le ministre des Transports récemment, mais on constate quand même que cette structure, cette plateforme numérique, les gens continuent à s'abonner pour pouvoir à circuler dans les différents artères de la ville de Yaoundé et de Douala. Nous questionnons un peu cette manière de faire là. Alors, Monsieur Diman, comment avez-vous perçu cette décision du ministère des Transports de suspendre cet opérateur numérique? Merci. C'est d'ailleurs la thématique qui a motivé mon arrivée ici. Il faut dire que l'arrivée de cette plateforme déjà était clandestine dans notre pays. Cette plateforme, avant de commencer à exercer, n'était pas reconnue dans notre pays comme une plateforme visant à faire dans le secteur du transport.
Alors, comme selon nos sources, sont passés par la présidence, et vous savez, lorsqu'on passe par la présidence sur le plafond, on peut se permettre de faire ce qu'on veut. Et ce qui les a donné dans la grosse tête. Parce que depuis la suspension de cette plateforme, nous observons plutôt de la roubladise. Parce que le ministre, nous ne pouvons pas, nous les acteurs, dénoncer un certain nombre de choses dans notre secteur et que le ministre de tutelle prend acte et prenne une position et que vous dites que vous en foutez. Et ce qui m'a le plus choqué, c'est de constater que certains leaders sont allés encore dealer avec ces responsables de cette plateforme. Oui, on en parlera. C'est-à-dire, je suis dans un pays où je ne comprends pas finalement où on veut en arriver. Alors, Yango est un caillou dans la chaussure des chauffeurs de taxi en particulier. C'est un caillou. Au moment où le transport clandestin a déjà fait son nid dans notre secteur, Yango vient encore fermer la porte. C'est-à-dire quoi? Le système numérique en elle-même est la bienvenue dans notre secteur. Vous comprenez? Je dis le système numérique en elle-même est la bienvenue. Mais alors, comment est-ce que la gestion de cette plateforme se fait alors? Nous sommes dans un secteur qui est, je peux dire, encadré, qui a des textes qu'on devrait respecter. Ça veut dire que s'il y a une plateforme qui vient se gripper dessus, c'est pour apporter un plus. Oui. Pas davantage nous plomber dans la clandestinité. Nous avions dénoncé le fait que, parce que lorsque ces plateformes arrivent et recrutent quelques taxis, nous nous rendons compte que, en fait, le fait de recruter quelques taxis, c'était en fait pour se couvrir, pour faire la promotion du transport routier clandestin dont nous avons longtemps décrié. Oui. C'est la raison pour laquelle nous avions salué la décision de monsieur le ministre des Transports. Mais depuis ce communiqué, nous constatons que les gars n'ont rien respecté, ils continuent à faire de la clandestinité, compte tenu du fait que nous avions suivi qu'ils sont passés par la présidence. Alors, lorsqu'on est passé par la présidence, d'autres administrations ne vous importent peu. Mais par contre, c'est toujours le chef de l'État qui a mis en place une administration pour encadrer ce secteur d'activité. Je crois qu'il était de bon ton que même s'ils sont passés par la présidence, il était de bon ton que le chef de l'État les oriente vers le ministère des Transports. Oui. Moïse Le Foya, comment comprendre qu'une telle plateforme numérique ne soit pas en règle et qu'elle fonctionne en toute liberté? Comment comprenez-vous cela? C'est tout simplement parce que ceux qui nous dirigent, pour moi, ceux qui nous dirigent ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Je pense que ces plateformes, Yango, nous ne les refusons pas. On ne refuse pas Yango. Oui. Nous ne refusons pas cette façon de la facilitation que ces plateformes peuvent apporter dans notre domaine, dans le transport. Et l'émergence du transport au Cameroun peut aussi passer par ça. Mais nous constatons que ceux qui sont censés orienter et ceux qui viennent avec les plateformes pareilles ne l'ont pas fait, ou bien ils l'ont fait et ne veulent pas que ceux-là marchent seuls, respectent la loi du transport au Cameroun. Le jour où Yango était en train de lancer ses activités avec les transporteurs, oui. Prise de contact avec les transporteurs, il nous a réunis, j'étais là. Sur place, j'ai constaté que Yango
est en train de... Entre-temps, il y a ceux qui reçoivent, ceux qui sont venus avec les taxis. Il y a d'autres qui sont venus avec les véhicules personnels. Dans la salle, je les ai interpellés, j'ai levé le doigt, ils m'ont donné la parole, je leur ai demandé, moi je suis transporteur et voilà mes documents. Oui. Et la loi camerounaise dit que pour faire du transport à l'urbain, il faut payer telle pièce, telle pièce, telle pièce pour être en règle. Et il faut que celui qui est derrière le volant, lui aussi, doit avoir ses pièces personnelles, telles que la loi indique au Cameroun. Il y a un responsable, Yango, qui s'est levé pour répondre à la question. Je lui ai dit que là où je vous vois en train de prendre les véhicules qui ne sont pas conformes selon la réglementation du transport à l'urbain, c'est violer la loi. Maintenant, vous vous en foutez de la loi ou bien il y a quelque chose que vous allez faire. Ces véhicules vont mettre la couleur jaune ou bien ils vont exercer. Ici, la loi au Cameroun condamne cela. Ils m'ont répondu que le moment n'est pas encore arrivé. Quand on va commencer à les interpeller, ils vont arrêter de fonctionner avec eux. Oui. Donc, pour dire que ils sont libres, qu'ils sont au Cameroun, comme c'est la cour du roi Beto, chacun peut faire de la loi camerounaise comme il veut. J'ai écouté tout à l'heure le camarade Jonas qui disait que qui était en train de dire que cela freine, cela impacte négativement la vie du transporteur. Moi, je vois plutôt que cela détruit l'économie du Cameroun. Cela détruit l'économie du Cameroun. Parce que Yango opère rien qu'avec les clandestins. Or, l'État devait les orienter à respecter la loi et à faire ces recrutements par des partenaires sociaux que nous sommes syndicalistes. Parce que dans le syndicat, notre devoir, c'est de pousser le transporteur à être en règle. Oui. Lui et son véhicule. Oui. Jean-Sim, comment l'État a-t-il pu laisser cette plateforme numérique exercer en toute violation des textes et lois qui encadrent l'activité de transport? Voilà donc la question. Parce que, voilà la question. Lorsqu'on lit le communiqué du ministre, il dit que Yango doit se conformer à la réglementation. Et lorsque j'ai essayé de parcourir le montant même global là, dépasse un peu 200 000 pour ce type de transport. Et Yango dit qu'ils ne sont pas une chose de transport. C'est ce qu'ils disent. Qu'ils ne sont pas les transporteurs. Maintenant, avant de revenir sur leur bonne foi, vous avez posé la question, comment est-ce que nous en sommes arrivés là? Oui. Pourquoi on a laissé d'abord faire, avant de venir dire que vous êtes dans l'illégalité? C'est la tolérance administrative. Moi, je ne sais pas si la tolérance administrative, c'est ça qui continue comme ça. Je me dis que nous sommes dans un foutoir où lorsque les intérêts des uns et des autres sont menacés, on sort des articles, des lois pour vous dire que mon ami a porté aussi ma part. Parce que c'est ça le Camerounais. Ah, c'est ce qui se cache. Mais c'est ça comment comprendre qu'un ministère aussi sérieux que celui du transport laisse une entreprise étrangère, parce que Yango est russe, c'est Yangtes. Donc, il laisse une société étrangère qui vient à grand renfort de publicité opérer. Et ils ont commencé à transporter les Camerounais. Et ils ne sont pas rangés. Parce que lorsque tu regardes, on lit le communiqué du ministre. Le ministre veut nous faire comprendre que Yango ne respecte pas la réglementation. Ça veut dire que Yango ne peut pas garantir la sécurité du client. Parce que le transport de taxi, qui respecte la réglementation et qui a ses papiers, garantit la sécurité du client du point de vue de l'assurance et des risques de métier. Yango ne le fait pas. D'après le communiqué du ministre. Parce que quand un ministère qui est de tutelle ne vous reconnaît pas forcément, ça veut dire que vous êtes dans la clandestinité. On a donc laissé un étranger venir transporter les Camerounais en utilisant des taxis et des véhicules personnels
et sans pour autant qu'on se dise qui en vertu de quoi, s'il y avait eu des enlèvements, des assassinats, quelqu'un appelle parce que peut-être il est pressé, on vient te porter, on t'agresse, on allait dire quoi? Que ces Camerounais-là ont pris des moyens de transport qui n'étaient pas légaux. Soyons sérieux. C'est pourquoi je dis que le communiqué du ministre est un communiqué dilatoire qui ne nous dit pas le fond du problème. Oui, dis-moi, mais comment comprenez-vous ce timing gouvernemental? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette sortie maintenant? Vous savez, après l'augmentation du carburant, il fallait utiliser tous les moyens nécessaires pour amener les transporteurs à adhérer rapidement à l'augmentation du prix du carburant, à la hausse du prix du carburant. Ce qui peut justifier dans la sortie de monsieur le ministre, parce que il y a les présidents des syndicats qui ont bénéficié des gardes à vue de près de 8 jours suite à cette dénonciation. Comprenez un peu. Pendant que les syndicalistes dénonçaient le transport clandestin et oui. On les a interpellés. Et qu'un sitting devrait s'opérer devant le Premier ministère. Les premiers responsables leaders des syndicats qui sont arrivés sur le lieu et certains acteurs ont été rapidement interpellés et gardés à vue. Vous comprenez? Alors, ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, après l'augmentation du carburant, forcément le ministre s'est dit c'était dans l'occasion de répondre à leurs attentes pour qu'ils adhèrent rapidement à l'augmentation du prix du carburant. Donc pour moi, ça ne m'a pas surpris la sortie du ministre. Et bon, maintenant, le refus de tempérer de Yango à la sortie du ministre nous amène à nous questionner sur beaucoup d'autres choses. Est-ce que ce communiqué était du dilatoire? Sinon, pourquoi Yango a refusé de respecter ce communiqué? Le ministre n'a pas utilisé tous les moyens nécessaires pour le contraindre à la respecter. Parce que Yango, comme nous le disons, c'est la plateforme en elle-même, c'était la bienvenue. Mais je pense que quand cette plateforme est arrivée, on devait s'asseoir sur une table et puis étudier, l'analyser. Donc on disait que c'est pour la sécurité des usagers. Mais je dis non. Ces usagers même un danger pour nous. Ces usagers qui passent par cette plateforme, comment elle a été enregistrée? Hein? Si ces usagers qui passent par la plateforme pour emprunter les voitures, parce que ça facilite le chauffeur au client. Vous comprenez un peu? Tu peux t'asseoir chez toi via la plateforme, tu commandes le véhicule, ça vient te trouver. Bon, maintenant, tu as commandé un véhicule, c'est venu te trouver. La plateforme qui t'a lié au véhicule, quelle est la sécurité que cette plateforme garantit au chauffeur et à cet usager? Je ne vois pas. Vous comprenez un peu? Et alors, lorsque nous avions essayé d'évaluer tout ça, nous sommes allés un peu plus loin pour dire, maintenant, cette plateforme est venue recruter plus les clandestins que les chauffeurs de taxi. Et vous savez, le clandestin, comme il ne paye aucun papier, il accepte toute offre qu'on lui propose. Alors, est passé par là maintenant pour imposer un tarifaire qui ne rime pas avec les prix homologués. Vous comprenez un peu? Le tarif du transport au Cameroun est homologué par le ministère du Commerce. Ce n'est pas par un individu. Mais d'où vient-il qu'un étranger vienne avec une plateforme imposer son prix dans le secteur du transport et que ça ne dit rien à personne? Et comme cela ne suffisait pas, nous sommes dans le transport urbain. Ils décidaient de faire dans le transport urbain. La réglementation prévoit que pour faire dans le transport urbain au Cameroun, vous deviez avoir un taxi de couleur jaune brasserie sans fantaisie. Vous comprenez un peu? Et vous devez payer tous les papiers y afférents. Et le chauffeur qui conduit même ce taxi doit avoir la carte d'identité, le permis, jusqu'au certificat de capacité. En allant plus loin, un badge d'identification professionnelle. Oui. Donc maintenant, quand quelqu'un vient, il entre dans notre secteur, il recrute des clandestins qui ont pour unique document assurance personnelle, visite technique personnelle. Mais il fait dans le transport public des personnes. Il vient chercher l'argent avec l'assurance personnelle.
Il ne mesure même pas le risque de danger que ce Camerounais En cas d'accident. en cas d'accident dans son véhicule. Monsieur Foya, au-delà de ces écueils que M. Diman vient de relever, l'aspect sécuritaire concernant la plateforme et les tarifs exorbitants, mais on a constaté quand même que les usagers de Yaoundé et Douala se sont manifestés, c'est-à-dire ils ont adhéré à cette manière de mobilité sur nos artères. Comment comprendre cela? Ils ont adhéré, ils sont fiers, ils sont contents, oui. Je vais vous prendre un exemple qui va essayer d'illustrer le danger que le Camerounais court en utilisant Yango avec un véhicule banalisé. Oui, dites-nous. Quelqu'un passe la commande, la voiture vient le trouver chez lui, une voiture personnelle, avec tout ce qui n'a rien à voir avec le transport. Tu arrives, tu es dans la voiture, cet véhicule que tu as commandé, ça te porte pour t'amener quelque part. En cours de route, quelque chose t'arrive. Celui qui te transporte n'a aucun lien avec ta famille. Toi-même, tu n'as aucun lien avec lui. Lui là, qui te transporte là, va faire comment avec toi? Il va t'amener à l'hôpital et il va s'identifier à l'hôpital. On va l'enregistrer. Puisque toi, quand il y a un malaise on vit cela dans le transport, dans le taxi. Quelqu'un a un malaise, tu l'amènes à l'hôpital pour essayer de le sauver. On va t'enregistrer avec la licence de transport, ce qui prouve avec ton dossier. Et ton dossier te couvre parce que tu as une licence de transport, tu as ton assurance qui te permet qui te donne le droit d'exercer, de porter. Et maintenant, une voiture banalisée est dans cette dimension. Qu'est-ce qui va se passer? Celui qui est malade, est-ce que celui qui le transporte va l'amener à l'hôpital et se faire enregistrer? Je ne pense pas qu'il pourra courir ces risques-là. Et celui même qui transporte, si la personne décède dans ta voiture, qu'est-ce que tu diras? Ça prouve qu'il n'y a pas de sécurité là-dedans. Ça prouve. Puisque tu ne peux pas dire que tu es en train de l'aider. Ça a commencé comment? Là, dans ce cas, Yango va se désengager. Hein. Il va dire, comme le confrère venait de dire, qu'ils ne sont pas des transporteurs. Mais ils ont seulement leur plateforme qui recrute les transporteurs pour faire ce job. Vous voyez qu'il y a un grand danger. Il y a un grand danger. Et ceci se passe au vu et au su de nos autorités. Et nous les interpellons de bien regarder cela. La plateforme, le ministre a donné un communiqué, mais la plateforme fonctionne jusqu'aujourd'hui sans être inquiété. Ça fonctionne jusqu'aujourd'hui. Oui. Donc, le communiqué du ministre là n'est pas respecté. Pourquoi? Puisqu'il faut que Yango recrute ceux qui sont en règle. Nous ne refusons pas Yango. Yango doit faire avec les professionnels, les véhicules homologués pour faire le transport à l'urbain. C'est ce que nous voulons. Pourquoi ceci se passe devant? Pourquoi l'État ne peut pas suspendre à leur niveau cette plateforme que ça s'arrête? La suspension est sur le papier. Ce n'est pas effectif. Alors, Jean Sim, le gouvernement avait demandé à cette plateforme de se conformer en septembre 2022, à savoir se doter d'un siège ou d'une succursale, une représentation, de s'immatriculer auprès du fisc, de faire une déclaration auprès du Minpostel, d'indiquer le prix, les taxes et autres frais constituant la structure du prix du service rendu au client. Mais cette plateforme a rejeté, ne s'est pas conformée à toutes ces exigences-là. Voilà, cette question nous amène à nous interroger sur comment est-ce que des succursales étrangères entrent dans le pays et par quelle voie elles opèrent. Voilà une société russe qui est spécialisée dans le transport en ligne, n'est-ce pas, arrive dans un pays et
ils vous disent qu'ils font comme bon leur semble. On les laisse faire. Parce que j'aurais dû, quand le ministre a sorti le communiqué, moi je me suis posé la question. Est-ce que Yango fonctionnait dans l'illégalité? Parce que, comme il vient de dire là, lorsqu'on transporte les gens, on doit avoir un siège. Dans tous les pays du monde, les transports par taxi sont regroupés. On sait que non, tel taximan, tel société de taxi a tel nombre de taximan, tel chauffeur conduit telle voiture. En tel moment, il est à tel niveau. C'est comme ça que ça se passe. Oui. Je me suis entendu que le ministre nous dit qu'ils sont, mais quand il nous dit qu'ils ne sont pas conformés, ça veut dire qu'on les laisse agir. Yango n'a donc pas fait ce qu'il faut et continue d'opérer. Ça pose la question maintenant que qui est à la tête de cette structure au Cameroun? Parce que ça nous renvoie aussi à un conflit d'intérêts. Voilà ce qui arrive. On vous dit, OK, vous voulez transporter des Camerounais, des citoyens de notre pays. Voilà ce que vous devez faire. Ce qui est tout à fait juste. Mais l'entreprise qui est étrangère, entre guillemets, refuse de s'obtempérer, mais opère. Mon panéliste en face vient de nous dire que ils sont partis à la présidence. Ça me rappelle une affaire dans le foot où il y a donc des gens à la présidence qui sont plus que des Camerounais, qui peuvent donc décider de dire à tel que toi, tu vas faire telle chose, quel que soit ce que tu fais, on s'en fiche de ce que la loi camerounaise dit. Parce que c'est qu'on nous raconte aujourd'hui. Et que le ministre donc a accepté, parce qu'il n'avait pas le choix, et il vient donc faire un communiqué pompeux vide pour soulager ou bien pour essayer d'endormir les professionnels du transport urbain. Parce que c'est ce que moi je ressens maintenant de cette analyse-là. Que le ministre, qui savait que Yango n'a jamais respecté ce qu'on leur a demandé de faire, ils n'ont pas de siège. Et là, moi j'interroge les Camerounais, je les interpelle. Parce que lorsqu'il y a une situation comme ça, comme dans notre pays, on aime faire parce qu'on veut montrer qu'on est grand, parce que non, on ne prend pas le taxi commun, on va appeler, il va venir prendre au bureau de notre maison. Le jour qu'il y a incident, parce qu'un brigand peut s'initier dans le métier, il se charge de la forme et dit que ok, je suis transporteur, on t'appelle, est-ce qu'ils sont enregistrés? Est-ce qu'ils ont un numéro? Est-ce qu'ils ont quelque chose qu'on peut les retrouver si quelqu'un disparaissait avec un client ou bien avec le patrimoine de quelqu'un? Je ne sais pas. Oui. Monsieur Dimon, on a constaté récemment que les responsables de cette plateforme numérique ont conclu un accord avec des syndicats afin d'obtenir l'enlevée de sa suspension. Cette durée, c'est 5 ans renouvelables. Concrètement, ils s'engagent à soutenir les syndicats en retour et le gouvernement camerounais dans la promotion de la prévention routière et contre le transport clandestin. Votre syndicat faisait partie de ceux qui ont signé ces accords-là? Il faut dire que, bien évidemment, nous avions appris la présence de notre président lors de cette signature de ces accords auxquels nous nous sommes insurgés. Nous avions dit nous ne partageons pas cette prise de position parce que il avait fallu que le président, avant de partir, ait déjà une idée de notre position. Oui. Vous comprenez un peu? Qu'il ait une idée de notre position parce que nous ne pouvons pas nous mélanger avec des clandestins, quel qu'en soit le prix. Vous comprenez un peu? Nous avions dit quel qu'en soit le prix, nous ne pouvons pas, au même moment que nous dénonçons le transport clandestin, que ce soit encore nous qui venons se mélanger avec des clandestins parce que on nous parle de la plateforme. Non, non. Et deuxièmement, le tarif qu'impose Yango, c'est un tarif qui ne nous arrange pas. Parce qu'il fait semblant d'accompagner les usagers, mais est en train de nous tuer. Parce que quand vous portez un passager peut-être qui est maintenant pour Ekounou, vous arrivez, la plateforme vous indique que l'usager doit vous donner 500. Pour une destination que vous savez que au minimum c'est au moins 2500. La plateforme vous indique que l'usager doit vous donner 500 et que Yango dit qu'il va vous rémunérer plus tard si vous faites plus de 5 courses. Si vous ne faites pas plus de 5 courses, qu'est-ce qui va donc compenser cela? Et est-ce que ce qui donne même là peut donc supporter donc le manque à gagner que vous aviez eu?
Alors, je voudrais, Oui, pour oui, chuter, oui. pour chuter, vous avez posé la question aux camarades, à savoir pourquoi les usagers ont donc adhéré. Je crois que ce n'est pas ignorance. Ce n'est pas ignorance tout simplement parce que comme le Camerounais, pour lui, lorsqu'il va aller quelque part, il a le seul souci de trouver la voiture, quel qu'en soit le prix, quel qu'en soit le style de voiture. Dès que tu es venu te pointer, il a entré, tu l'as déposé, pour lui c'était bon. Il ne mesure plus les détails que nous apportons à l'usager. C'est toute cette ignorance qui a motivé donc tous ces usagers qui se sont adhérés dans cette plateforme. Oui, alors finalement, votre leader syndical a participé à cette réunion. C'est gravissime, sans vous avoir consulté. De deux, cette structure finalement continue à exercer en toute clandestinité malgré le communiqué du ministre. Pourtant, on a des structures, le Minpostel, il y a l'Antique qui peuvent bloquer cette plateforme numérique. C'est dit que on peut lire entre les lignes des gros intérêts qui sont en jeu. Effectivement, il y a des gros intérêts derrière. Sinon, on ne comprend pas pourquoi le ministre passe un communiqué et que la plateforme continue à exercer. Et en ce qui concerne le résultat que nos différents responsables syndicaux ont eu, ça ne nous a pas arrangé. Et comme nous sommes ceux qui veulent vraiment l'assainissement dans notre milieu, il est grand temps pour nous de leur dire non, votre négociation n'est pas la bienvenue avec nous parce que ça continue toujours à nuire à nos activités. Et c'est ça le syndicalisme. Le syndicalisme n'est pas la dictature. C'est un truc, le syndicalisme vient avec la démocratie. Vous essayez de vous entendre, de regarder ce qui est bien pour la majorité et pour faire marcher. Donc, si nos leaders ont fait ça, nous comprenons que soit c'est pas erreur, tout le monde peut faire l'erreur, soit ils ont eu une certaine pression qui les a poussés à accepter certaines choses qui ne sont pas. Donc, c'est pour cette raison que nous sommes là pour leur dire ce n'est pas bon. Jean-Sim, là, on semble lire là, des démarches nombrilistes, des intérêts égoïstes de part et d'autre. Tout à fait. Et moi, je suis vraiment choqué d'entendre que des responsables de syndicaux, des mouvements de commande de taxi au Cameroun ont assisté à de pareilles réunions. Parce qu'il aurait fallu d'abord que Yango leur montre la certitude qu'ils sont d'abord reconnus de manière légale. Nous ne sommes pas contre de l'évolution. Et puis mes deux panélistes semblent être dans le même avis que moi. Ils ne sont pas contre de l'évolution, mais ils voudraient fonctionner avec un organisme qui respecte la réglementation camerounaise et la tarification afférente. Maintenant, lorsque les responsables syndicaux partent et comme Yango nous disent qu'ils vont accompagner les syndicats, ils vont accompagner les syndicats dans quelle mesure? Ils vont payer les membres des syndicats, ils vont payer les chauffeurs. Qu'est-ce qu'ils vont accompagner comment? Parce que c'est ce genre d'entourloupe que nous entendons partout dans ce pays. On va accompagner à faire ceci. Non. La première chose que cette plateforme doit faire, c'est d'abord se doter d'un siège social, régler tous les préparatifs que le ministère du Transport leur demande, maintenant opérer avec les syndicats qui sont reconnus et que ces syndicats-là qui leur proposent des chauffeurs qui sont affiliés au mouvement. Oui, répondez à cette question. Oui. Mais, comment comprendre? Il y a le ministère des Postes et Télécommunications, il y a l'Antique, ils peuvent bien bloquer cette plateforme, mais rien n'est fait à ce niveau. Plus que chacun a les intérêts, il y a les enjeux. C'est des enjeux parce que lorsque un ministre en tutelle. Oui, vous chutez. Voilà. Lorsqu'un ministre en tutelle fait un communiqué et que les gens ne respectent pas, ça veut dire qu'il y a des gens en haut qui ont les moyens. Et c'est ces gens-là qui ont les moyens qui font en sorte que la plateforme continue d'exister. Oui. Parce que, autrement, l'Antique coupe leur réseau et il ne fonctionne plus. Oui. Jusqu'à ce que se conforme, mais on laisse parce que les gens ont leur intérêt derrière. Oui. Je dis merci à tous les trois d'avoir répondu présent à cette invitation. Sur ce, nous allons nous retrouver jeudi prochain pour une nouvelle édition, 16-18 heures. D'ici à là, restez sur les programmes de TR24 Télévision.